causerie, quand tu dis? Moi, je dis, je sais plus ce que je dis. Jaserie. Jazette. Jazette. Donc, Jason avec Christophe. Voilà, à Québec aujourd'hui. Et le sujet du jour, c'est gérer son identité numérique. Oui, donc d'abord dire ce que c'est l'identité numérique. D'abord. L'identité numérique, ça pourrait être ce que je suis et ce que les autres pensent de moi dans l'ensemble des traces qui existent à mon sujet dans les environnements numériques. Donc, sur des lieux que je contrôle et sur des lieux que je ne contrôle pas nécessairement. Alors, se faire googliser. Hein, lorsque dans Google, on met le nom de Christophe Battier, ce qui sort, ce qui remonte, ce que l'algorithme de Google a indexé, ça en fait partie. Ça en fait partie. Les traces que tu laisses sur Facebook. Ouais. Là, c'est celui de privé, normalement. Oui, mais... Moins secondaire, mais ça en fait partie aussi. Je crois. Ouais, Ouais, oui, mais surtout, ouais. Le patrimoine de mes apprentissages que j'ai pu moi-même publier dans mon blog, dans un site web. Les commentaires que je laisse. Les commentaires que je laisse, les conversations, donc multiples conversations, comme par exemple, moi, dans mes signets Delicious, j'ai un tag, My Comment. Donc, j'ai au-delà de 500 endroits où j'ai commenté. Je peux les répertorier par Delicious, par mon signet Delicious. Ça fait partie de mon identité numérique. Ce que les gens disent sur toi. Ce que les gens disent sur moi, qui pourrait être repérable par les alertes Google, en partie. Hein, parce que lorsque mon nom est sur le web, dans les actualités, dans les blogs ou ailleurs, je reçois une alerte qui m'indique que quelqu'un a mentionné mon nom. Mais là, tu vois, donc c'est assez vaste comme définition, hein, c'est large. Et on voit les dangers tout de suite qui sont inhérents à ça. C'est-à-dire qu'en plus de cette dimension-là, tout ça c'est archivé, ça nous suit depuis longtemps. Oui. Hein, il y a plein de dispositifs comme WebArchive, qui suivent ces informations-là, ou Facebook qui les stocke, il y a énormément d'informations. Oui. Et ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes, et assez que je rencontre plusieurs adultes, moi, dans mon quotidien. Il y a un grand paradoxe avec ça. Plein d'adultes sont préoccupés à ne pas laisser de traces sur Internet. C'est-à-dire que leur identité numérique, finalement, ils essaient de la réduire au minimum. Alors qu'avec les tout jeunes, entre autres les jeunes de la génération C, les jeunes entre 12 et 24 ans, eux, on dirait qu'ils s'emploient à faire l'inverse, c'est-à-dire à laisser un maximum de traces. Prouver qu'ils existent. Prouver qu'ils existent, effectivement, et les laisser de façon à ce qu'elles soient facilement indexées par l'algorithme des moteurs de recherche. Et de cette façon-là, jouer l'algorithme, s'organiser, par exemple, pour ne jamais faire de fautes dans les titres des publications qui sont liés à eux, parce qu'ils savent que s'ils écrivent de façon malicieuse, ben, le moteur de recherche ne les trouvera pas bien et ne renverra pas une identité ou une image d'eux-mêmes avec laquelle ils vont être fiers. Sur les fautes d'orthographe, bon... non, mais dans les titres, dans les titres ils se laissent aller après. Mais je pense qu'il y a ce que j'appelle une surexposition de soi dans certains cas, c'est pour vraiment montrer que j'existe. Comme on est dans un monde d'infobésité, il y a trop d'informations, il faut émerger et prouver qu'on existe. Oui, d'ailleurs, les jeunes sont conscients de ça et sont demandeurs de clés de lecture pour essayer de comprendre ce qui est faux, ce qui est vrai. Et là-dessus, ils se font des expériences souvent en solitaire, hein, parce que ça se passe dans leur chambre à coucher. Les parents les croient dans leur chambre à coucher, mais ils sont sur l'autoroute d'information. Alors ça, c'est un autre grand paradoxe. Les jeunes sont souvent... il y a des organismes au Québec comme en France pour aider les gens à appréhender, comprendre ça. C'est l'Internet sans crainte en France, et chez vous? Chez nous, il y a l'ISIC qui est justement actuellement en campagne de prévention. Ça s'appelle « Je protège mon identité ». Et il y a un site, on cherche « Je protège mon identité ISIC ». Et il y a toute une série de bonnes pratiques. D'ailleurs, on est actuellement dans un concours de vidéos. La campagne est devenue un peu Web 2, alors on invite les jeunes à nous proposer des clips vidéo sur différentes thématiques là, de la protection de son identité. Et cette gestion de l'identité numérique, c'est quelque chose qui s'apprend, il faut éduquer les gens, et c'est pas quelque chose qu'on peut donner dans un cours. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer, à mon avis. C'est quelque chose qu'on met du temps à appréhender, c'est une dimension pas simple. Oui. Moi, je pense. Hein. Et il faut donner un peu de temps pour gérer ça. Oui. Ça pose d'autres soucis. Des droits fondamentaux d'Internet. Je pense qu'il faudrait qu'on définisse les droits de l'homme et les droits d'Internet aussi. Comme sur Internet. Par exemple, les droits à l'anonymat. Le droit à l'anonymat, oui, peut-être. Moi, je ne crois pas que ça existe, l'anonymat.
Je ne crois pas à l'anonymat. C'est un droit qui est revendiqué chez nous en France. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un leurre. C'est-à-dire qu'on peut aménager des circonstances pour que ça existe, mais j'ai toujours l'impression que le temps fait en sorte que l'anonymat n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, l'adresse IP, je le dis à quelqu'un, entre autres la question des pseudonymes, j'ai pu être longtemps sous un pseudonyme, mais je finis toujours par le dire à une personne, et là, à moyen terme, ça finit par se savoir. Moi, je vois ça comme quelque chose d'aussi ponctuel. Je suis d'accord avec toi, mais je vais aller visiter un truc sans que personne ne sache, sans que je sois forcément identifié, pour passer discrètement, parce que j'ai pas envie que tout le monde sache que je vais voir un site d'information ou autre. Est-ce qu'en éducation, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anonymes sur la toile? Des gens qui ont peur de représailles ou qui... oui, ça arrive. Oui. J'ai fait un podcast avec Daniel Cameron là-dessus qui disait que lui, il mettait systématiquement dans ses forums un accès anonyme, Toto ou Gary parce qu'il est du Sud, parce qu'il a identifié que certains étudiants n'osaient pas parler en public. Et le fait de proposer un login mot de passe banalisé, ça lâchait, ça permettait à ceux de se lâcher. Désinhibant que de pouvoir bénéficier de l'anonymat. Et ça, c'est au démarrage. Okay. Même nous, on avait fait dans les années 2000-2004, les étudiants, on leur proposait ce type d'accès sur nos dispositifs. Ils rentraient majoritairement de façon anonyme. Et au fur et à mesure, ils ont, dans un contexte pas public, ils ont vu la valeur ajoutée de s'identifier. Alors, qu'en est-il du droit au retrait d'une information? C'est-à-dire que chez nous, en France, on est à cheval là-dessus. On a une autorité qui surveille ça. Mais c'est quelque chose qui marche que pour la France. La majorité des serveurs que les jeunes utilisent maintenant, ils ne sont pas gérés par la loi française. Donc ça pose un problème. Est-ce que sur Facebook, quand on lit les clauses, c'est pas évident, quoi. Clairement, c'est évident que l'information reste sur les serveurs. Alors, elle ne paraît plus, mais si on enlève, si on désabonne, on détruit son compte, l'information n'est pas publiée, mais quelques mois plus tard, si on se réabonne avec la même identité, tout notre truc revient. Alors, il y a quelque chose d'un peu terrifiant dans ça. Et il va falloir suivre. D'ailleurs, chez nous, au Canada, Facebook, ils ont demandé à ce que ce soit paramétré pour que, à l'entrée, peu de gens puissent voir les informations qui sont dans Facebook, alors que c'est l'inverse actuellement. Il faut aller dans les paramètres pour cocher un paquet de par défaut, c'est tout ouvert. Maintenant, alors c'est ça. Il faut que ce soit tout fermé, on ouvre les vannes. C'est ça. Alors, on va demander que ce soit par défaut à peu près fermé. Bon, on s'arrête ici pour le premier podcast sur l'identité numérique. On revient avec quelques autres. Et entre autres, on va raconter une expérience qu'on vient de vivre de web en temps réel. Je pense que ça vaudrait la peine d'en reparler dans les prochains podcasts. On a été surpris en ce dimanche matin au Québec, fin d'avant-midi, de quand même être capable de rejoindre sans avertissement plusieurs personnes sur la toile qui étaient disponibles pour venir se joindre à nos élucubrations. Très bien, merci. Je vais aller surveiller ton identité numérique sur Internet. Surveillons-nous. C'est notre mission. C'est notre mission. Voilà.